Ouais, je suis à Chicago là actuellement. Extrêmement Heu, stylé. j'ai commencé un postdoc à l'université de Northwestern à Chicago, donc en astrophysique. Tu as donc fini la thèse? J'ai pas suivi, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas Ouais, j'ai parlé donc. fini ma thèse. J'ai fini ma thèse, je suis docteur maintenant. Oh, félicitations. Et donc merci. Et donc après ma thèse, j'ai voulu continuer la recherche, enfin entre autres activités et commencer un postdoctorat à Chicago. Est-ce que tu pourrais commencer par une petite auto-intro à ta sauce de bah, tu sais, qu'est-ce que tu fais, qui tu es ou comment t'es arrivé là où t'en es en gros? Moi du coup je fais pas mal de choses différentes. Je fais de la recherche en astrophysique, donc c'est la plus grande partie de mon quotidien. La recherche en astrophysique, en gros, moi, je travaille sur l'astérosismologie. C'est un nom un peu barbare pour décrire le champ des étoiles. Parce qu'en fait, les étoiles, elles émettent des ondes qui sont des ondes sonores qu'on peut détecter avec des missions spatiales. Et donc, on envoie des missions spatiales dans l'espace, des télescopes qui arrivent à capter en fait la lumière des étoiles qu'on peut traduire ensuite en son. Et à partir de là, en fait, il faut des personnes qui font le lien entre la data qu'on a et qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les étoiles? C'est-à-dire, est-ce qu'elles tournent vite? Est-ce qu'elles sont âgées? Est-ce qu'elles sont jeunes? Est-ce qu'elles sont grosses? Est-ce qu'elles sont massives? Et donc ça, c'est plutôt mon job. C'est-à-dire que moi, je fais des modèles mathématiques pour faire le lien entre la data qu'on détecte et la physique, ce qu'on peut déduire derrière. Ça, c'est, la partie recherche de mon taf. Après moi, je fais pas mal de choses à côté. Je fais beaucoup d'enseignement dans les sciences. Donc j'avais pendant longtemps mes élèves en cours particulier, je faisais beaucoup de prépa scientifique, j'en fais toujours, mais j'essaie vraiment de limiter le nombre d'élèves pour avoir une meilleure qualité d'enseignement parce que j'ai trop de demandes malheureusement. Et je fais aussi beaucoup de tout ce qui est pédagogie en sciences, donc j'ai monté une association, on fait des ateliers scientifiques, des séjours scientifiques même, de la conception pédagogique, enfin beaucoup de choses en fait, tout ce qui est autour de la transmission des sciences, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, donc moi j'ai beaucoup d'activités dans ce sens aussi. Génial, on J'ai écrit mettra. un livre Oh, mais attends, il y l'année a que dernière. tant de nouvelles! On va mettre tous les liens dans la description, on va faire toute la promo possible. Ah, attends, J'ai écrit un livre qui s'appelle, et illustré d'ailleurs, un livre qui s'appelle «Audacieuse, 10 femmes qui ont marqué les sciences», qui est sorti il y a à peu près 1 an. Et donc c'est un livre qui présente, 10 portraits de femmes scientifiques, donc c'est un livre collectif, je suis pas la seule à l'avoir écrit. Moi j'ai fait les illustrations et une partie de la coordination de l'ouvrage. Donc ça présente 10 femmes qui ont marqué les sciences, avec leur vie et leurs découvertes. et donc tu as dessiné, c'est ça? Quand tu dis Ouais, j'ai c'est fait moi qui ai dessiné. ah, c'est incroyable, mais que de talent! Est-ce que j'aperçois sur la couverture que je mettrai au montage, Jane Goodall ou c'est Ouais, pas exactement, oui, il y je a crois la Jane Goodall, reconnaître, incroyable. primatologue qui est décédée récemment. Oui, c'est ça. Ah, c'était une femme incroyable, on a tellement oui, enfin, je ne connais pas expert en ce qu'elle a fait, mais du peu que j'ai lu et cetera, à chaque fois c'était assez inspirant. Non, elle est incroyable, c'est vraiment une femme incroyable. C'est génial comme nouvelle. OK, donc tu fais ça, super. Donc un bouquin, j'espère que on va pouvoir en faire la promo facilement. Tu m'enverras un lien ou je mettrai un lien, Amazon ou Fnac, selon le selon le Ouais, 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 il y le a lieu. plein de liens, enfin il est un peu dans toutes les librairies, donc il y a pas mal de liens. Top. Et ton association, c'est quoi? Enfin, je sais pas si c'est un nom Ça spécifique ou s'appelle Ouais, ça s'appelle Projet Mathilda et en fait, à la base, c'était beaucoup des ateliers autour des stéréotypes dans les sciences. Pas spécialement sur les femmes, mais un peu, les notions d'autocensure qu'on peut avoir quand on se lance dans les sciences. Donc on faisait pas mal d'ateliers là-dessus et on a aussi justement une exposition qui est sur les femmes scientifiques, qui sont dans le livre. En fait, avant d'être un livre, c'est une exposition trop qui est bien. itinérante et qui a énormément tourné. Là, on a fait un petit bilan parce que ça fait 1 an et demi qu'elle tourne elle est vraiment allée dans, je crois, une cinquantaine de collèges, lycées, dans toute la France. Et donc maintenant cette association, ça devient beaucoup de logistique. On a dû embaucher quelqu'un pour s'occuper de ça. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de travail d'organiser des ateliers, d'organiser le déplacement de l'exposition à droite à gauche. Donc je crois maintenant on a 7 exemplaires qui sont toujours bookés, qu'on dispatche à droite à gauche et on se rend aussi dans les collèges, lycées pour faire des conférences, des ateliers sur le sujet des sciences. C'est incroyable. Mais c'est fou que tu aies eu le temps de finir ta thèse avec tout cet emploi du temps, tu sais? Incroyable. OK, je vais te mettre le lien, c'est vachement chouette. OK. Et donc, OK. Alors, mais que fais-tu à l'étranger? Ou comment gères-tu tout ça depuis l'étranger en plus? Parce que Bah, je viens d'arriver. Heu Mais en fait, ouais, c'est des choses qu'on n'imagine pas spécialement parce que c'est vrai que quand je parle d'une association pour les sciences, il y a beaucoup de gens qui imaginent que voilà, je suis avec les jeunes et moi, c'est ce que je préfère de toute façon. J'adore être, vraiment sur le terrain, parler aux jeunes de sciences, faire des activités un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont peut-être un peu plus ludiques que, la manière qu'on a d'enseigner dans les salles de classe
Et après à l'étranger, bah, en fait, une association, c'est aussi beaucoup d'administratif, c'est aussi beaucoup de logistique, c'est aussi beaucoup de coordination parce qu'il y a maintenant, il y a une équipe avec pas mal de personnes et donc bah, c'est surtout ça que je fais maintenant depuis l'étranger. C'est génial. Vous êtes combien? Enfin, le nombre de personnes qui Là, participent? on est 3 cofondatrices et du coup, on a, 2 personnes, chacun à mi-temps qui, nous aident sur l'aspect administratif, commercial, logistique. Et tes cofondatrices, ce sont enfin, des scientifiques ou enfin, même genre de Ouais, profil que on est toi? 3 astrophysiciennes, Ah oui, comme moi. c'est du lourd, OK. Vraiment le même genre de profil. Génial, OK, marrant. Eh bah, dis donc, c'est incroyable, on mettra la pub pour tout ça. Justement, il y a des trucs dont j'aurais bien aimé parler. Alors, je sais pas si on va pouvoir faire le lien justement avec ces questions-là d'autocensure, mais hem, tu quand même, on pourrait décrire ça, une carrière assez, bon, en tout cas un début de carrière assez brillant. Et à quel point tu mettrais, enfin ton succès, ou plutôt, comment dire? Est-ce que le milieu familial a beaucoup joué? Ça, c'est une des questions que j'aurais aimé explorer avec toi. Je veux dire, quel était ton milieu familial dans tu sais, au point que tu veux bien en parler, et à quel point ça a été un impact? Bah, moi, mes parents, ils sont profs de maths et de physique respectivement. Donc, les sciences, je pense que c'est quelque chose, mais on s'en rend pas compte, on baigne toujours un peu dedans, que ce soit alors on n'allait pas enfin, tu vois, moi, je sais pas, j'ai pas le souvenir qu'on m'offrait, des trucs scientifiques à tous mes anniversaires ou à Noël à chaque fois, ni qu'on m'emmenait tous les jours au Palais de la Découverte. Franchement, je crois que d'ailleurs, j'y suis jamais allée quand j'étais petite. J'y suis allée plus tard quand j'étais adulte. Mais je pense qu'après, c'est une culture peut-être de curiosité, de questionnement, de méthode scientifique qui est quand même très, très imprégnée. Après moi j'ai toujours aimé plein de choses à l'école. J'étais pas du tout ultra scientifique et cetera. J'adorais faire pas mal de choses différentes et et notamment j'adorais tout ce qui était art, tout ce qui était, littérature, bah, quand j'étais au lycée, quand j'étais en terminale, je voulais faire Sciences Po. Finalement j'ai même pas essayé parce qu'en fait, tout le monde m'a dit qu'il fallait faire des sciences parce que ça fermait aucune porte. Heu, mais voilà, enfin, j'étais pas du tout dans un peu le truc stéréotypique de voilà, j'adorais les sciences, je faisais de la programmation et tout. Et d'ailleurs, je suis astrophysicienne et la première fois que j'ai regardé dans un télescope, c'était il y a 2 ans. J'ai un peu honte de cette statistique, C'est mais incroyable. Non, vraiment c'est génial. j'avais vu des photos évidemment parce que c'est très beau, mais j'avais jamais vraiment genre pris le télescope et regardé dedans. Donc voilà, donc tout le monde pensait que c'était un truc que j'utilisais tous les jours alors que Le cliché de la petite nerd de 12 ans, tu sais, avec sa calculette et son télescope dans le dos, quoi. Pas du tout. C'est ouais, marrant. exactement, non, c'était pas du tout ça. Et d'où venait ce cliché de si... Enfin, c'est pas un cliché d'ailleurs, mais ce truc de si tu fais des sciences, ça ferme pas de porte. Est-ce que... bah, moi, je l'ai entendu aussi, mais c'était familial? Ou, tu sais, communauté éducative, prof? C'était beaucoup familial quand même. C'est-à-dire que mes parents me disaient: «OK, bon, tu aimes faire plein de choses, c'est bien». Je me souviens notamment qu'en troisième, comme j'adorais dessiner, je faisais beaucoup d'art et cetera. Je me souviens que ma prof d'art plastique était venue me voir en me disant: «Oui, tu es sûre que tu veux pas faire un cursus d'art?» et cetera et moi franchement ça m'intéressait et j'en avais parlé à ma mère, elle était un peu en mode: «Bon, pas du tout. Pour le moment tu fais des sciences, tu continues, tu vas» bon à l'époque c'était les filières, donc en seconde générale, filière S et après si tu as envie de faire de l'art, tu pourras en faire et en soi, je trouve que c'est pas spécialement un mauvais conseil parce que finalement, bah, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de sciences, mais j'ai aussi pu faire de l'art, notamment j'ai pu, faire de l'illustration et c'est vrai que je pense qu'avec un en partant dans une troisième, après la troisième dans une filière art plastique, je pense que j'aurais pas pu faire d'astrophysique notamment. Non, moi je regarde jamais dans un télescope et c'est même pas faire Python que ça. Moi je fais vraiment des maths, enfin, je fais des calculs, pas spécialement des maths parce un mathématicien pur me dirait que ce que je fais, c'est pas du tout des maths, c'est de la bidouille, mais je fais des équations. Moi je fais très, équations, papier, crayon, tableau blanc. C'est très, ouais, parce que tu as quand même besoin de ça. Donc moi c'est beaucoup des calculs à la main et après une fois que j'ai fait les calculs, je fais un peu de Python et là en ce moment, je fais pas mal de simulations numériques. C'est des expériences numériques, donc là j'utilise beaucoup l'ordinateur en effet. Mais sinon mon temps c'est à peu près, 30 de temps équation, 30 de temps Python et 30 de temps, bah, écrire des articles, faire des slides parce qu'en fait ça c'est vraiment partie du métier aussi. Et Enfin 33 parce qu'après on va me dire que je sais pas calculer. le chat est en folie, tu sais. 33,33% de chaque, voilà, non Elle c'est sait même franchement pas compter. Et alors, attends, est-ce que tu dis qu'il y avait beaucoup de data? Enfin, il y a beaucoup de data dans ce que tu fais, donc c'est quand même. Enfin, ça, en tout cas, tu fais ouais, le mais lien entre. c'est pas moi qui m'en occupe en Oui, c'est fait. ça. Tu fais le lien entre la data expérimentale et les conclusions physiques. Donc, on te balance pas un paquet de data que tu dois analyser.
Enfin, est-ce que Non, c'est ça c'est il y a d'autres personnes qui font ça, des personnes qui font plus des observations. Moi, mon job, c'est de faire une équation qui va marcher pour un certain type d'étoile, un certain phénomène et après les gens qui font de la data, souvent, ils vont venir me voir, me dire: «Ah oui, mais en fait, ton équation, comment moi je peux l'utiliser? Est-ce qu'on peut pas vérifier dans la data que c'est bon, que c'est pas bon?» et cetera. Il y a aussi pareil pour les simulations numériques. Par exemple, récemment, un des résultats de ma thèse, honnêtement, moi, j'y croyais pas trop parce que les résultats, bah, souvent on fait beaucoup d'hypothèses parce qu'on est obligé, donc c'est très simplifié. On fait énormément d'hypothèses et donc moi, j'avais donné un résultat dans ma thèse. Bon, pour moi, c'était une première étape, mais il fallait encore l'améliorer un peu et en fait, dans des simulations numériques, on a retrouvé exactement la même tendance. Donc ça, c'était assez cool parce que c'est assez rare, en fait, parce que la théorie, elle est très, très simplifiée. On est obligé de simplifier, sinon on peut rien faire, en fait. Donc il y a beaucoup de comparaisons entre ce que je fais, les équations que je donne et bah, tiens, est-ce que dans les simulations numériques, on trouve la même chose? Est-ce que dans les data, on trouve tu m'as dit, tu reçois non, tu as des équations et tu t'en discutes avec les gens des data, mais à quel point il y a pas un loop, permanent justement pour créer les équations, j'imagine? Ou enfin, je sais pas à quel point tu améliores tes modèles en fonction des data, puis où eux, ils essayent aussi de confirmer les modèles, enfin, j'imagine qu'il y a un aller-retour? Ouais, alors après, eux, ils font aussi beaucoup de choses avant de confirmer les modèles. Tout leur travail n'est pas juste confirmer les modèles. Moi, ça m'intéresse parce que c'est mes modèles, mais eux, c'est pas spécialement ce qui les intéresse. En gros, ce qui intéresse la communauté de manière générale, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut savoir au maximum sur les étoiles? Et donc parfois, les modèles peuvent venir avant. On peut dire: «Bah, regardez, si on cherche dans cette direction, je pense qu'on pourrait détecter tel ou tel aspect». Mais ils peuvent aussi venir, après en disant: «Bah, tiens, dans tel groupe d'étoiles, regardez, on a détecté tel signal, on comprenait pas ce que c'était. Ah mais en fait, on a fait un modèle qui permet d'expliquer». Enfin, il y a toujours un peu de d'aller-retour et ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment en astrophysique, il y a vraiment des entre les observations, ceux qui font de la théorie, donc les équations et ceux qui font des simulations numériques, qui font des expériences numériques, il y a toujours des allers-retours. Donc c'est important de comprendre que toute la communauté, elle fonctionne en synergie, même si en vrai, il y a des personnes qui pensent que ce qu'ils font est meilleur ou est plus proche de la vérité que les autres. Ça, c'est le cas de toutes les sciences. Est-ce que dans le parcours académique que tu as fait, il y a eu enfin, je sais pas comment c'est construit, mais tu sais, est-ce que même si tu t'es spécialisé dans une des branches, est-ce qu'il y a eu une Mmh mh. insistance au niveau des matières que tu as apprises pour que tu aies la capacité un minimum de comprendre le métier de chacun, tu sais, pour pouvoir t'intégrer bien dans ce genre d'équipe? Enfin bon, tu sais, tu pas experte dans leur domaine, mais tu as une idée quand même de ce qu'ils font, tu vois? Ouais, ça, bon après, c'est un peu de la curiosité et c'est, aussi beaucoup d'humilité. Parce que comme je dis, la science, on comprend rien en fait. Les étoiles, on comprend objectivement, on comprend très, très peu de choses sur les étoiles, mais chacun comprend des choses, chacun voit, le problème sous une facette et donc chacun arrive à avoir un angle, une vision particulière qui permet d'avoir quelque c'est pas non plus, enfin, on comprend pas grand-chose dans l'absolu. On sait pas énormément de choses. Donc il faut aussi comprendre que, bah, chacun a une toute petite portion de la vérité. À nous tous, on n'a pas du tout toute la vérité, mais chacun a une petite partie de la vérité. Il faut respecter que les autres, ils voient la vérité sous une forme qui est meilleure ou moins que l'autre. Il faut parler un peu tous ensemble pour essayer de reconstituer au maximum des informations sur les étoiles et c'est pas si simple que ça. C'est intéressant parce que tu dis oui, chacun a une vision plus ou moins bonne, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où justement certaines mesures tranchent, tu sais, et disent, bah écoute, c'est plutôt cette vision qui est correcte, une fois qu'on avance dans la précision des mesures, par exemple, est-ce qu'il y a un moment où certains débats ou discussions sont juste tranchés par la mesure, tu vois, où il y a toujours Ouais, c'est vrai. interprétation? C'est Oui. c'est vrai dans beaucoup de sciences. Après, il faut comprendre quand même que l'astrophysique, heu, en effet, c'est les m moi, je pense que c'est toujours les mesures qui ont raison. On se dit toujours ça, on dit: «C'est simple, bah, il y a la vérité, c'est les personnes qui observent, qui ont la data, c'est eux qui ont la vérité» et c'est vrai, parce que c'est eux qui sont le plus proches du phénomène physique, beaucoup plus proches que, moi qui fais des équations où j'ai fait plein d'hypothèses et beaucoup plus proches que des simulations numériques où on est extrêmement loin des paramètres, des vrais paramètres des étoiles. Même si on essaie d'être le plus proche possible, on est quand même très, très loin. On peut dire les observations, c'est les plus proches, c'est vrai. En fait, pour arriver à une observation, bah, il y a plein de traitements du signal, il y a du bruit, c'est aussi des observations, enfin, nous, on essaye de déduire des choses sur les étoiles à partir de très, très, très peu d'informations. Donc c'est vrai, l'observation, ça approche le plus de la vérité. Après, c'est pas pour autant qu'on sait énormément de choses sur les étoiles. C'est-à-dire que si on peut arriver à mesurer à peu près la période de rotation et ce qui est important aussi, c'est que, par exemple, les observations, elles sont aussi liées à la théorie.
on a besoin d'un modèle théorique qui nous dit: «OK, bah, si tu observes un pic à tel endroit, si tu observes notamment un décalage de fréquence à tel endroit, ça veut dire que l'étoile, elle tourne». Sur l'exposition, je vois les 10 femmes, alors j'ai regardé les profils, je dois reconnaître qu'il y en a pas mal que je connaissais pas, mais je me suis demandé si, au-delà juste du fait que ça soit des nanas, en fait, est-ce que je serais capable de citer 10 scientifiques post 1925, tu vois? Je me Mmh. suis dit, est-ce qu'il y a pas aussi un problème? Est-ce que je serais capable de sortir 5 mecs scientifiques? Alors, Ouais, c'est un ouais, peu non, c'est honteux, sûr. je sais que c'est honteux, je devrais, tu vois, peut-être, mais je me demande s'il y a pas un souci des cultures scientifiques génériques, tu sais, où on connaît Newton, Einstein et ça s'arrête un petit peu là. Mmh. Bah, je pense aussi que la science, c'est un peu démultiplié, c'est-à-dire qu'on connaît Newton Einstein parce que, il y avait pas beaucoup de scientifiques à l'époque. En fait, plus on avance dans la science, plus on fait des choses très, très, très précises qui du coup, intéressent un peu moins le grand public et de temps en temps, il y a des découvertes, très intéressantes, mais je pense que, tu vois, les découvertes révolutionnaires qu'a pu faire Einstein ou Newton à son époque, c'est pas des choses sur lesquelles nous on travaille. Donc les découvertes, c'est beaucoup plus riche que ça, en fait. Parce qu'on a déjà entre guillemets «dégrossi» une grande partie de la physique et donc on devient très, très Et donc là, je suis sur la page, j'enchaîne un peu avec ça, mais comment as-tu choisi? Donc il y a 10 scientifiques, donc 10 femmes scientifiques. Comment les enfin, je sais pas si c'est toi ou comment vous les avez choisis? ouais, c'est une bonne question parce que nous, c'était un point sur lequel on a eu beaucoup d'hésitation. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment que ça représente une diversité à la fois de parcours, de milieux sociaux, d'origine, de sciences. On voulait vraiment qu'il y ait une grande diversité de femmes et c'est comme ça qu'on les a choisies. Donc il y a par exemple, il y a une informaticienne, il y a une climatologue, il y a une botaniste. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était mettre en avant la diversité de sciences parce qu'en fait, et ça, on s'en rend compte quand on présente l'exposition à des jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on fait très souvent. En fait, l'objectif de base, c'est pas bon, il y a la notion des femmes dans les sciences, mais c'est aussi de montrer la science autrement. Moi, c'est ça la plus grande motivation, au-delà de montrer des modèles féminins, je pense que c'est important, mais montrer à quoi ressemble la science. Et donc c'est drôle parce que quand on la montre, que ce soit à des filles ou des garçons, d'ailleurs ça, il y a pas trop de distinction. Il y a pas de distinction, les filles ne sont pas beaucoup plus intéressées par ça que les garçons. Tout le monde est intéressé par une femme, un aspect, et à la fin, ils ont tous retenu quelque chose. Et ça, je pense que ça vient de la multiplication, en fait, des parcours n'ont pas le même archétype de scientifique. C'est vrai que si on lit un peu les parcours, on est vraiment oui, de la primatologue en effet à la physicienne des particules. Vous Ouais. avez quand même réussi à taper vraiment juste parce que mathématicienne jusqu'à biologiste moléculaire, on a vraiment un panel assez incroyable de choses qui sont assez. Alors peut-être que primatologue c'est très particulier, mais assez d'actualité quand même dans les domaines qu'on aperçoit. Mmh. Ouais. Alors là, je me lance comme ça parce que vu que je fais beaucoup de maths, je ne connais pas, et je suis sûrement honteux et je vais me faire incendier dans les commentaires, mais je ne connais pas Mariam Mirzakhani. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qu'elle a fait? Enfin, je sais pas si. Ouais, alors c'est pas c'est pas la partie la plus simple, Ah, zut, parce que, c'est la pire, ultra théorique. heu, Mariam Mirzakhani, ouais, c'est très théorique parce que Mariam Mirzakhani, en fait, c'est la première mathématicienne à gagner la médaille Fields, donc c'est l'équivalent, on dit souvent que c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques et elle était iranienne. Elle a travaillé beaucoup sur, ce qu'on appelle le théorème de la baguette magique. Qui est une manière de découper des trajets dans des surfaces un peu bizarres. J'avais des questions sur l'astrophysique. Un, un truc qui me fascine, c'est que j'ai l'impression que c'est un de ces domaines où peut-être qu'on sait pas exactement ce qu'on cherche, mais on y va quand même. C'est assez représentatif de cet élan humain, tu sais, genre Mmh. vers le savoir, mais vers un savoir ou vers l'inconnu en tout cas, est-ce que enfin, est-ce que c'est, je sais pas si c'est clair ou pas, mais est-ce que tu as une vision de dans quoi s'inscrit la recherche que tu fais? Par exemple, si on comprend mieux les étoiles, on comprendra mieux, je sais pas, je vais dire un truc au hasard, la matière noire, ou est-ce qu'il y a une vision un peu plus, un espoir d'aller vers quelque chose de plus large dans la naissance de l'univers, ou bien juste on y va et en fait avec une conscience de ça se trouve ça nous permet de découvrir des choses dont on n'est même pas encore au courant. Je pense que c'est un peu vrai dans toutes les sciences. On cherche forcément des choses sans savoir ce à quoi on s'attend, dans toutes les sciences et d'ailleurs, moi, en fait, ce que je fais plus précisément, je fais de la mécanique des fluides astrophysiques.
Donc j'étudie les fluides dans les étoiles et c'est comme ça que je fais mes équations et en fait, bah, du coup, je suis entre la communauté astrophysique et la communauté plus mécanique des fluides parce qu'il y a plein de choses qu'eux, ils font qui m'intéressent pour des fluides qui ont peut-être des applications industrielles, enfin, d'autres problèmes ou géophysiques, par exemple. Et en fait, c'est la même chose chez eux. C'est-à-dire que même si c'est pas de l'astrophysique, eux aussi, il y a plein de phénomènes qu'ils comprennent pas Oui. où, bah, ils savent pas trop ce qu'ils cherchent, mais ils y vont, ils foncent. Ils se disent: «Bon, bah, on va essayer de comprendre ce petit truc, je sais pas trop qui s'intéresse, mais on va essayer de creuser». Et je pense qu'en effet, bon, comprendre les étoiles, c'est intéressant en soi, parce que quand on fait de l'astrophysique, l'objectif, c'est de comprendre l'espace et le monde qui nous entoure. Les étoiles en font partie. Donc comprendre les étoiles, déjà, c'est une fin en soi pour des astrophysiciens, surtout quand on est spécialisé dans les étoiles comme moi, forcément, on est un peu biaisé. Aussi, la science qui est très intéressée par, la compréhension des étoiles, c'est l'étude des exoplanètes. Mmh. Les exoplanètes, elles tournent autour des étoiles. Donc si on veut réussir à caractériser les exoplanètes et notamment un des gros objectifs de la communauté exoplanète, c'est de réussir à, trouver une exoplanète qui puisse héberger la vie. Donc il y a plein de critères très précis pour savoir si une planète peut être habitable ou pas, on peut héberger la vie ou pas. Et donc si on veut connaître ça, et ben, on a besoin de connaître les propriétés de l'étoile autour de laquelle tourne l'exoplanète. Parce que sinon on n'a aucun moyen de savoir, de pouvoir caractériser l'exoplanète. Donc ça a une implication là. Après, dans le sens, faut bien comprendre, c'est quand même des sciences fondamentales. C'est-à-dire que les sciences fondamentales, on les fait pas en se disant: «Ça a une application demain, après-demain ou dans 100 ans». On les fait parce qu'on est poussé par une envie de mieux comprendre le monde qui nous entoure. On se dit pas: «Ah mais tiens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire une énergie miracle, un truc, très utile pour la société à partir de ça». Ça, peut-être, peut-être pas, mais c'est pas l'objectif premier. Parce que parfois on se dit: «Oui, bon, ça a pas d'utilité tout de suite, mais ça en aura peut-être pour le futur», mais c'est pas ça la motivation en fait. Mmh. Ça peut pas être ça. C'est vraiment une motivation de, pousser les frontières du savoir et après, bah, ce qu'il en sort, on le sait pas par définition, parce qu'on sait pas ce qui se trouve de l'autre côté justement des frontières du savoir. C'est très bien dit et c'est même très beau mais c'est bien de rappeler ça quand même parce que justement il y a tellement d'exemples et je pense que c'est souvent les maths qui prennent cette critique, tu sais, de ça sert à rien. Alors peut-être les sciences fondamentales aussi, mais tu sais le côté les maths ça peut servir à rien, on sait pas. Non, la beauté c'est que justement on avance et peut-être c'est pas dit, mais peut-être que nos futurs descendants dans quelques centaines d'années sauront en faire Mmh. quelque chose. C'est dingue. Mais oui, ça, on le fait pas pour ça. Tu le fais dans tous les cas et on sait empiriquement que souvent ça finit par servir à quelque chose et donc il faut pas arrêter ce processus qui pourrait paraître, peut-être trop rapidement, peu applicable. Mais sinon on fait rien, parce qu'il y a plein d'exemples dans l'histoire des sciences de, Bah oui. par exemple, un exemple, c'est que Faraday, quand il a trouvé la loi de l'induction, donc Faraday, c'est l'induction, heu, c'était sympa ce truc de tu fais bouger un aimant, ça fait de l'électricité, bah, c'était mignon, tu vois? C'était rigolo. Mais maintenant, c'est 99 de l'électricité qui est faite avec et je suis pas sûre et lui, quand il l'a trouvé, enfin, entre le moment où il a trouvé ça, qui était en plus une loi empirique, qui avait pas il y avait pas les équations de Maxwell et cetera, quand lui, il a trouvé ça, c'était vraiment quelque chose d'expérimental, d'empirique. Quand il a trouvé ça, bon, on peut se dire: «Ah ouais, c'est un phénomène, c'est drôle, c'est sympa» et en fait, maintenant, c'est 99 de l'électricité qui est faite avec, donc on sait jamais. Après, je pense qu'il faut quand même garder en tête que l'objectif des sciences, c'est pas de on n'a pas un objectif de se dire: «OK, toutes les découvertes qu'on fait, il faut que dans 500 ans, on ait des applications pour 99. L'objectif, c'est vraiment de chercher. Après, on peut se dire que c'est pas utile pour la société. En effet, on peut se dire que la société, elle a pas besoin de recherche, mais ça a toujours été ancré dans, l'espèce humaine de vouloir essayer de comprendre le monde qui nous entourait et donc la recherche en astrophysique, en mathématiques, fait pas exception à ça. De toute façon, il y a un argument libéral, parce que si tu commences à dire: «Je vais réfléchir à ce qui est utile», tu dois appliquer certains critères et donc tu vas appliquer sûrement des erreurs, j'imagine. Enfin, tu vois, que ce soit un gouvernement, je ne sais quoi, il y aura des erreurs, il y aura des erreurs de prédiction et je pense qu'il y a un argument très libéral de laisser les scientifiques chercher et puis peut-être des choses arriveront, mais si tu essayes de guider à Bien sûr. l'avance et de voir le futur, tu vas sûrement aller à un échec. Surtout que tu en sais rien en fait. Bah oui. On sait pas ce qui nous attend dans les sciences. C'est un peu la définition. Alors, il y a en effet, selon les sciences, il y a des domaines qui sont plus ou moins appliqués, des domaines qui sont plus ou moins abstraits, où l'application est plus ou moins lointaine. Mais par définition, on ne sait pas et c'est ce qui s'appelle la sérendipité. C'est le fait de se dire: «Bah, je cherche dans une direction, peut-être que je vais trouver un truc incroyable et peut-être pas». Mais si on ne se permet pas de chercher, d'un peu d'errer comme ça dans le domaine des connaissances, en fait, on ne peut pas savoir. Parce qu'à un moment, on est dans des domaines qui sont très pointus et si on ne fait pas la première étape, on n'a aucune idée de ce qui nous attend quand on va être 100 pas plus loin. Donc il faut y aller, essayer et après, oui, il faut pas que des scientifiques pour faire un monde, il faut aussi qu'il y ait des gens qui fassent des choses plus appliquées, qui trouvent des vaccins, qui perfectionnent des modèles informatiques, il faut qu'il y ait un peu de tout.
Est-ce que alors un truc encore, peut-être très intime, je sais pas, mais encore une fois, tu peux me dire si tu as pas envie de répondre à ça, mais vu le domaine, je j'ai envie de poser la question et je crois que j'ai souvent envie de la poser à quelqu'un dans ce métier, j'ai jamais fait. Est-ce que depuis que tu touches à ce domaine ou peut-être avant, tu as soit résolu, soit vu apparaître des potentielles angoisses existentielles ou métaphysiques? Tu sais, ou alors est-ce qu'une tu une vision de questions transcendantes, que ce soit la relation à la mort ou je ne sais quoi, c'est qui a évolué depuis que tu as touché à ce domaine? Non, parce qu'en fait, c'est une question qu'on me pose très souvent, en fait. Parce que oui, les étoiles, bah, tu vois, le Mmh. soleil, c'est énorme, c'est 4,6 milliards d'années. Mais en fait, quand c'est quelque chose qu'on a dans le quotidien, c'est comme, enfin, on perd le sens un peu de ce qu'on fait. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand je fais un peu de programmation, quand je veux faire parfois, je fais des modèles d'étoiles qui sont utiles pour mes équations, donc j'ai besoin d'avoir, un logiciel qui me dit un peu comment est telle ou telle étoile. Bah, je vois 4,6 milliards d'années, 10 puissance 31 kilogrammes, OK, tu vois? Enfin, J'accepte. c'est tellement dans le quotidien et d'ailleurs, dans les étoiles, on parle en masse solaire. On compare toutes les étoiles à celle du Soleil qui est déjà il a déjà une masse énorme, en fait, le Soleil et quand on parle, on va dire: «Ah bah tiens, j'ai trouvé une étoile, 20 masses solaires», on fait pas attention à ça, en fait, parce qu'on est dans notre truc. Je pense que tout le monde, quand on a la tête dans le guidon, on prend pas le recul en se disant: «Ah ouais, quand même, c'est énorme ou quoi», donc pour moi, honnêtement, c'est, des équations, c'est, des chiffres sur un ordinateur, voilà, c'est pas, le fait que le soleil, il a, je sais pas combien de puissance, fois plus vécu que moi je vivrais, enfin, c'est pas trop vrai. À quel point tes opportunités ou ton parcours actuel auraient pu être possibles si tu avais pas mis, les pieds typiquement aux mines de Paris? À quel point cette école de départ entre guillemets dans la vie a été vraiment un tremplin? À quel point tu penses qu'il aurait pu y avoir d'autres trajets? Ouais, toujours d'autres trajets enfin Oui, après, je pense qu'on a enfin, quand on est sur notre trajet, on est très content ou pas, il y a toujours d'autres trajets, ça dépend de ce qu'on veut. Moi, les mines, ça m'a appris énormément parce qu'au-delà du fait que c'est une école, qui est très prestigieuse, et dans laquelle je pense que j'ai jamais vraiment réalisé que j'avais fait cette école-là. Parce que dans ma famille, c'était pas du tout classique, c'est une enfin, de mon point de vue, il y a des gens qui vont dire: «Non, c'est beaucoup moins bien que l'X» et c'est vrai. Mais de mon point de vue, c'est déjà une école extraordinaire et moi, je réalise pas que j'ai pu mettre les pieds dans cette école, extraordinaire alors que vraiment, enfin, dans ma famille, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas les grandes écoles, c'était déjà très, très loin. La prépa, déjà, en fait, c'est un truc drôle, mais je me souviens, en fait, ma famille, ce qui les avait marqués, c'est pas trop que j'aille aux mines, enfin ça les avait marqués, mais ils savaient pas tu vois, ils connaissaient pas trop les grandes écoles et tout, c'était pas trop enfin, ils connaissaient l'X, ils connaissaient Centrale. Les mines déjà, c'était un peu on savait pas trop si on n'allait pas nous envoyer, tailler des cailloux, c'est ça. chercher du charbon. Heu, mais au-delà de ça, moi, ma famille, ils m'ont tous et même ma famille un peu plus éloignée, ils m'ont tous félicité quand je suis rentrée en prépa, en fait. C'est drôle parce qu'en fait, pour eux, j'étais la première de la famille à faire une prépa. Après, il y a eu mon frère, mais c'était vraiment ça l'accomplissement. C'était vraiment: «Leïla, elle a fait une prépa scientifique» et je me souviens, c'était drôle parce que c'était juste, je venais d'avoir mon bac, donc j'ai vu des très bonnes notes au bac et cetera, mais ils m'ont tous félicité d'être rentrée en prépa et pas autant d'avoir eu, une super école et d'en être sortie entre guillemets. Ce qui est drôle parce que, bah, on sait que rentrer en prépa, dans les environnements dans lesquels, j'ai pu évoluer ensuite, ça a l'air relativement simple et ça a l'air d'être juste le début de plein de problèmes. Mais en fait, pour ma famille, c'était vraiment la rentrée en prépa, c'était vraiment: «Waouh, Leïla, elle va faire une prépa scientifique, c'est incroyable». Mais alors qu'ils étaient enseignants, quand même, tes parents? Enfin, de ce que tu as dit tout à l'heure, Ouais, ils étaient quand ils même sont oui, enseignants, mais c'est pas enfin, ils enseignent pas, ils oui, ont pas fait de prépa, ils ont pas fait de prépa, enfin, ils sont enseignants et ils enseignent pas dans des tu vois, ma mère, elle est en bac, elle fait des bacs techno et des BTS. C'est très, très loin en fait, ça l'est c'est des choses oui. juste entrer en prépa, ça a l'air simple quand on côtoie que des bons prépas de grandes écoles, mais en fait, pour beaucoup de gens, c'est pas si simple que ça et après quand j'étais aux mines, j'ai fait mon stage ouvrier et c'était drôle parce que je disais jamais l'école dans laquelle j'étais parce que bon, je j'avais pas, enfin, c'était pas du tout comme ça que j'aimais me présenter, mais déjà, ils me disaient: «Ah mais ingénieur, c'est génial, c'est incroyable et tout» et c'est vrai que ouais, en fait, juste pas spécialement d'être dans une très bonne école d'ingénieur. Pour beaucoup de personnes, être ingénieur, c'est déjà énorme. Et c'était un peu, c'est vrai que dans ma famille, c'était un peu plus ça, même s'il y avait eu d'autres ingénieurs avant. Ingénieurs de grandes écoles, j'étais la première et donc voilà, je pense que c'était enfin pour moi, c'était assez exceptionnel et après l'école des mines, c'est une école qui je pense enfin, on s'en rend pas compte quand on est dedans, mais ouais, ça ouvre des portes.
Au-delà de ça, c'est une école dans laquelle, enfin moi j'ai adoré évoluer parce que le corps enseignant était génial. Il y avait une très bonne ambiance, ce sont des petites promos, donc vraiment j'ai gardé tous mes amis des mines. Même maintenant quand j'ai Génial. besoin de quoi que ce soit, on s'entraide, enfin dans les 2 sens. C'est-à-dire que l'autre jour, par exemple, il y a un élève qui maintenant il est en 2e année aux mines qui m'a appelé, j'ai pris le temps de discuter avec lui parce qu'il avait, un peu des questions sur, ce qu'il allait faire en stage, en césure et tout. Enfin, c'est dans les 2 sens, on s'entraide beaucoup et ça c'est très puissant et après, j'ai appris, beaucoup de choses, mais pas trop de manière académique. Moi, j'allais pas spécialement beaucoup en cours, Mmh. mais j'ai appris beaucoup le côté humain, et cetera et je pense qu'en fait, qu'on le veuille ou non, ça ouvre des portes qu'on soupçonne. En fait, on s'en rend pas compte des portes que ça ouvre parce que, bah, on n'a pas fait l'expérience de se présenter, enfin, tu vois, de se présenter sans, être ingénieur des mines ou autre. Donc ouais, moi je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes dans le sens où, par exemple, quand j'ai postulé après à des masters, j'ai fait plusieurs masters, j'ai fait ensuite des stages, j'ai fait de la recherche ensuite. Bah, tu vois, j'ai jamais fait de master d'astrophysique. Moi, j'ai fait des maths Mmh. appliquées. Pour la physique, c'est ce que j'aimais de toute façon. Mais je pense que quand on essaye de changer un peu de domaine ou autre, bah, le fait de venir des mines, ça donne plus de confiance que, quand on n'a pas spécialement ce tampon-là. Si on n'a pas fait tu vois, par exemple, en astrophysique, peut-être 90 des gens, ils ont fait le master en astrophysique de l'Observatoire de Paris. Moi, c'était pas mon cas. En l'occurrence, ça allait très, très bien pour la thèse que je faisais, donc peut-être que ça serait passé quand même. Mais c'est vrai que le tampon mine de Paris, il ouvre quand même, je pense, certaines portes. Je pense que c'est pareil ensuite pour mon association, enfin pour pas mal de choses. Que tu vois, que ce soit l'enseignement, l'association ou quoi, bah, c'est un gage de qualité un peu. Même Oui, c'est ça. d'ailleurs, je tiens même pour les appartements, moi c'était un peu dur, quand je sortais des mines et que j'ai commencé ma thèse d'avoir un appart et tout le monde m'a dit: «En vrai, juste tu utilises ton adresse des mines et mets quelque part que tu es ingénieur des mines de Paris» et ça a trop bien marché. C'est-à-dire que franchement, moi j'avais un dossier, tu vois, j'allais faire une thèse, je c'était pas non plus les meilleurs salaires. En plus, du coup, j'ai voulu avoir un appart quand même très, très bien, donc j'avais pas du tout 3 fois le loyer et bah, en fait, c'est comme une lettre à la poste parce que, les propriétaires étaient en mode: «Ah ouais, mine de Paris, c'est génial, mais tu fais quoi aux mines?» et cetera. Donc en fait, c'est des trucs, on s'en rend pas compte parfois, mais ça aide aussi dans d'autres domaines que le purement académique professionnel. Sur le parcours, moi, je pense un truc qui intéresse, enfin, on fait beaucoup de discussions alors entre cette chaîne, YouTube et puis celle que j'ai avec, j'ai lancé un podcast hebdomadaire avec un autre copain youtubeur de maths. On parle beaucoup du système français ou du système d'éducation plus ou moins performant et cetera et une question, moi, qui revient ou que je me pose potentiellement souvent, c'est: est-ce que le système de prépa qu'on a en place en France favorise, les meilleurs relativement objectivement ou les plus endurants? Je sais pas si tu as un petit point de vue sur cette question? Oui, alors après c'est biaisé parce que bon, moi j'ai fait prépa, j'ai intégré une bonne école, donc ça veut dire que j'ai plutôt bien survécu à la prépa. Je trouve que c'est une expérience qui est extrêmement formatrice, et c'est vrai que ça valorise l'endurance, mais je trouve et ça c'est quelque chose que je vois avec, tous les élèves que j'ai pu suivre ensuite, Mmh, ça valorise aussi beaucoup, la remise en question. Le mmh, fait de se dire: «OK, comment je fais pour être performant dans ce système?» parce qu'en fait la prépa, bon le principe grosso modo, c'est qu'on a quand même 2 ans pour apprendre énormément de choses. C'est quand même très, très dense et donc il faut toujours s'adapter, trouver la bonne méthode de travail, le bon rythme, à la fois personnellement et d'un point de vue scolaire. Trouver ce qui va nous permettre d'être, le plus performant. Moi, je dis toujours souvent que c'est la recherche de l'efficacité aussi, de se dire: «Bah, on va mettre notre temps sur quelque chose qui va nous permettre de progresser, de gagner, 0,5, 1, 2, 3 points au concours, au lieu de passer notre temps à essayer de passer de, je sais pas, 18 à 19». On cherche le levier qui nous permet de progresser et donc pour moi, ça valorise aussi beaucoup des élèves qui vont se demander, qui vont se poser les questions, qui vont se dire: «OK, comment je fais pour moi survivre dans ce système?» Après, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a des personnes qui partent avec un avantage. Moi, j'en vois souvent. Il y a des élèves qui, justement, souvent, ça va être les grands lycées, qui ont déjà un peu eu quelque part le temps de trouver leur méthode d'apprentissage, leur méthode de travail, qui ont peut-être des bases un peu plus solides. Parce qu'aussi, ce qu'on dit pas souvent, c'est que l'entrée en prépa, il y a aussi une grande partie de rattraper des choses qu'on n'a peut-être pas vraiment bien apprises en terminale ou en première, qui est aussi une grande partie de consolidation. Parce que des personnes qui ont fait des grands lycées, en général, ont pas trop ces problèmes-là parce que c'est des bases qui sont beaucoup plus acquises. Donc pour moi, ça valorise je suis pas sûre que ça va enfin, je dirais pas que ça valorise beaucoup l'endurance. Pour moi, ça valorise beaucoup l'adaptation. mmh. Du coup, l'adaptation, l'esprit de synthèse, le fait de se dire: «OK, comment on va à l'essentiel?» et d'ailleurs, pour moi, c'est ça le vrai apport de la prépa.
c'est qu'après dans le monde professionnel, c'est des qualités qui sont très utiles. Se dire en fait, tu prends un élève de prépa et moi je trouve que c'est assez vrai dans les stagiaires que j'ai pu avoir ou dans les personnes autour de moi. Je veux dire, tu prends un élève de prépa, tu le mets dans un environnement qu'il connaît pas, parce qu'il a l'habitude de se poser des questions, de chercher à être efficace, bah, il va apprendre très vite. Parce que très rapidement, il va réussir à s'adapter, à trouver ce qui marche pour lui, et à réussir à être performant dans ce milieu-là. Et ça, je pense que la prépa, elle apprend beaucoup ça. Après, c'est pas bon pour tout le monde. C'est une manière, honnêtement, pour moi, je pense que ça a très bien marché. Je vois des élèves où ça marche pas pour eux parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a le stress, enfin, il y a beaucoup d'autres facteurs et je pense qu'il y a aussi d'autres manières d'apprendre, qui sont intéressantes à valoriser aussi. Non, mais je pense qu'en fait, pour moi, c'est un système qui va valoriser justement, cette intensité, Mmh. cette adaptabilité, mais on va en laisser plein sur le carreau quelque part. On va laisser tous ceux pour qui, bah, qui ont pas spécialement réussi à s'adapter dans ce système et encore une fois, ça marche sur certaines personnes et ça marche pas sur tout le monde et il y a des gens brillants, moi j'en connais, qui ont pas réussi à enfin qui ont même pas essayé d'aller en prépa ou qui ont pas spécialement eu des très bons résultats en prépa parce que c'est une manière d'apprentissage qui est pas spécialement pour eux. Notamment des personnes qui ont besoin de prendre plus le temps, de rentrer en profondeur dans les choses, que, les concepts se décantent un peu plus dans leur tête. Ce qui est très précieux d'ailleurs quand on fait de la recherche scientifique. C'est un peu l'opposé de la prépa, ou l'opposé de la prépa, c'est un peu faut avaler tes équations, tes chapitres et cetera Ouais. et après tu réfléchiras au concept, pourquoi c'est utile, comment ça s'articule dans le monde que tu connais, des mathématiques ou de la physique. Donc ça sélectionne à mon avis une certaine forme, d'adaptabilité, d'intelligence, mais il y a plein d'autres formes d'intelligence qui sont très utiles, à tous les niveaux d'ailleurs de la société. Tu continues à faire de l'enseignement? Tu avais une chaîne YouTube à un moment, j'avoue, je l'ai Ouais, pas. elle est un peu laissée à l'abandon parce que je fais pas mal d'autres choses. Ouais, moi je fais pas mal d'enseignement. J'avais fait pas mal j'ai beaucoup d'élèves en cours particulier, beaucoup d'élèves que Mmh. je groupe aussi parce que c'est plus intéressant, pour eux, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de prendre tout le monde avec ce que je fais. Donc là, je suis chaque année entre 5 et 6 élèves, mais c'est vraiment des élèves que je suis, très enfin, c'est ceux que j'ai en cours particulier que je suis très personnellement et après il y en a d'autres, qui viennent de temps en temps, pour des groupes, des stages, des périodes un peu plus intensives. Et moi, j'ai toujours adoré l'enseignement. Ça a toujours enfin, j'ai même pendant ma thèse, j'ai jamais arrêté. J'ai fait aussi beaucoup d'enseignement, donc aux mines, il y a une formation qui s'appelle le CPES. Oui. C'est une, prépa enfin, c'est un peu comme une prépa, c'est pluridisciplinaire et donc j'ai enseigné, 3 ans dans cette formation et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui passent les concours d'école d'ingénieur, c'est un concours un peu différent et là, ça fait plusieurs années que j'en entraîne pas mal aux oraux des concours. D'ailleurs, j'ai un élève, Ethan, qui passe, ses concours demain et j'ai passé du coup le week-end à le à le préparer pour ses oraux de physique. On lui souhaite le meilleur. Mais genre ça Ouais, rend j'espère qu'il aura c'est les oraux des mines, j'espère qu'il les aura parce qu'il veut vraiment avoir les mines donc voilà, je croise les doigts pour lui. ah mais ça complète un peu la discussion juste précédente. Le CPS, par exemple, tu penses que c'est une alternative qui permet à des types de personnalités différentes d'accéder à la science également? Peut-être un peu moins pressurisante que la prépa ou même niveau de pression, tu penses? Honnêtement, le CPES, ils ont enfin, la pression, je sais pas, après c'est vrai qu'ils ont pas tous, les mêmes envies, mais c'est une Mmh. formation extrêmement exigeante. Le Oui, CPES, enfin, c'est une formation qui est entre Henri IV, les mines et l'ENS. Ils ont oui. leur 3e année parfois à Dauphine, et ils sont brillants parce que donc ils ont les 2 premières années qui sont, des années, généralistes, mais où finalement ils font pas mal de choses qui ressemblent à la prépa. Ils ont une 3e année et pendant la 3e année, on pourrait se dire en fait c'est comme une prépa en un peu plus généraliste en 3 ans, mais en fait non, parce que la 3e année, la plupart ils se spécialisent et donc j'ai beaucoup d'élèves, qui font les cours aux mines, à l'ENS, à Dauphine et les cours de L3, à l'ENS, ils sont pas si simples que ça. Mais alors C'est c'est les cours alors quelle serait des gens qui viennent de rentrer, c'est les gens qui sont en première année d'école, donc c'est des cours d'un très, très haut niveau bah oui. et donc eux, ils ont peut-être enfin, en fait, c'est que en prépa, on va assez loin dans les applications. Mmh. Ça, c'est un peu comme quand on dit que le programme de prépa, c'est le même que celui de la fac ou d'une prépa Mmh. intégrée. Sur le papier, c'est vrai, c'est les mêmes notions. Par contre, dans les applications, on va beaucoup plus loin en prépa. D'accord. Donc le CES, c'est un peu pareil, on va un peu moins loin dans les applications, c'est un peu peut-être intermédiaire entre la fac et la prépa. Mais par contre, ils font des matières et des sujets que honnêtement, c'est d'un très, très bon niveau et quand on a les profs de l'ENS, bah, forcément ça vole assez haut en termes de niveau. Donc non, moi je trouve que c'est une formation honnêtement, mais il y en a beaucoup qui m'impressionnent, et en plus c'est pluridisciplinaire, donc ils font pas que des sciences. Il y en a beaucoup qui font aussi de l'économie, des humanités. Alors c'est une mineure en général pour eux, mais en termes d'ouverture d'esprit, je trouve que c'est pas mal. Donc non, franchement, c'est une très belle formation. Après, je sais pas si c'est comparable parce que tout le monde, enfin,
le fait qu'un élève, il va se sentir bien en CPES, c'est parce qu'il aime les matières, parce que l'environnement lui plaît. Il se sentirait peut-être pas aussi bien en prépa, même si objectivement, techniquement, il pourrait réussir à faire certaines épreuves. Oui, j'ai vu des retours positifs. Moi, j'ai eu un élève de cours particulier qui avait fait ce parcours, mais j'en ai pas rencontré beaucoup. Mais ça avait l'air d'être construit d'une manière vraiment. Enfin, ça avait l'air plaisant. Je m'étais dit que ça aurait pu me plaire de le faire, parce que j'avais vu. Il est aussi Ouais. extrêmement sélectif, hein, parce qu'il est Ouais. plus sélectif que beaucoup de prépas d'ailleurs, hein. Ah C'est oui. maintenant en fait, au début, les gens connaissaient pas trop, enfin au début quand ça a été créé, mais je pense il y a plusieurs, maintenant il y a plusieurs années. Mais maintenant les gens connaissent et les gens savent aussi que, c'est aussi pour des personnes qui veulent pas faire prépa, c'est aussi une bonne alternative, notamment parce qu'eux, ils ont des notamment, bah, là mon élève, il y a des places réservées pour le CPES de Henri IV à l'école des mines. D'accord. Qui a un concours interne qui est juste pour ce CPES-là, parce que maintenant il y a des CPES dans toute la France, mais juste pour celui-là. Il y a des places réservées à l'école des mines, ils peuvent passer les concours universitaires et c'est aussi intéressant. Alors après, c'est des concours qui sont assez différents des concours de prépa. Il y a pas, 2-3 semaines d'écrit, Oui, puis, oui. pas d'oral, mais pour des personnes qui veulent faire une école d'ingénieur, c'est intéressant. Je dirais juste que c'est pas la voie la plus naturelle si quelqu'un est sûr de vouloir faire une école d'ingénieur. Vaut mieux faire prépa à mon avis si on aime bien les sciences, qu'on aime bien un peu tout, qu'on a un très bon niveau, le CPES, c'est une excellente formation. D'accord, ça permet de ouais, retarder un petit peu la décision de domaine, potentiellement, quoi. Ouais, puis d'essayer des choses parce qu'aussi c'est drôle parce que la prépa, bon, on voit souvent ça comme, une étape un peu intermédiaire entre bon voilà, j'ai fini, j'ai fait mon bac, je veux rentrer en école d'ingénieur, bon, bah, il faut que je passe par la prépa, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le diplôme d'ingénieur. Alors que le CPES, c'est des cours qui sont passionnants, le programme est vraiment très bien construit et donc il y a aussi une notion de c'est une formation dans laquelle on peut aussi s'épanouir en tant que soi parce qu'on a des cours intéressants, des profs intéressants, qu'on a beaucoup de choix aussi. Il y a beaucoup de choix de parcours différents et donc je pense que les élèves voient peut-être un peu plus ça comme, «Tiens, c'est une formation que je vais vraiment apprécier», alors que la prépa, enfin, je connais personne qui s'est dit: «Tiens, j'ai envie d'aller en prépa» parce que vraiment, genre, ça je pense que le contenu des cours, je vais vraiment l'adorer. En général, on voit plus ça comme: c'est vrai que c'est intéressant, mais surtout, ça me permet de rentrer dans une grande école après. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. Même si on a la fondation intellectuelle en maths physique, tu le vois comme une marche, quoi. C'est vrai que c'est exactement ça. Mais c'est Alors, intéressant, hein, c'est pas ah oui, moi j'ai voilà. adoré. J'ai adoré. J'ai plus jamais trop utilisé ces connaissances de physique-chimie, mais savoir que dans mon background personnel, j'ai les fondations à peu près de physique-chimie du monde moderne, qui ont peut-être changé, devoir être updatées, mais c'est pas désagréable de parcourir le monde avec ça. Est-ce que, alors on arrive peut-être sur la fin du temps qu'on va avoir ensemble, mais j'aurais bien mis un truc peut-être plus perso, genre, quel serait ton... C'est dur à répondre encore une fois, mais comment tu vois, vu le parcours que tu as, vu là où tu en es, ce serait quoi un rêve, potentiellement un idéal pour toi dans les 5 années à venir? Est-ce que c'est en termes de recherche, en termes de boulot, ou qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te fait encore vibrer maintenant que tu as accompli tout ça, et qu'est-ce que tu vois comme position Mmh. idéale dans les années qui viennent? Ouais, c'est une question à laquelle j'essaie de pas répondre autant que possible. C'est comme tu veux alors. Je vais creuser un peu, je vais essayer de me projeter. Non, moi, j'aime faire pas mal de choses. Pour moi, les 2 choses importantes dans ma vie, c'est la recherche parce que c'est très stimulant intellectuellement. C'est un énorme plaisir de pouvoir faire de la recherche en astrophysique et le deuxième pilier très important pour moi, c'est vraiment la transmission des sciences. Hmm. Enfin, la transmission de manière générale et en particulier des sciences parce que forcément, comme je suis dans les sciences, ça me touche un peu plus et donc moi, j'ai toujours eu envie, d'ailleurs, ce que j'ai essayé de faire au maximum pendant ma thèse, de développer ces 2 piliers en même temps, autant que possible, parce que j'aime bien faire plein de choses en même temps et je sais que je ne serais pas heureuse en faisant uniquement de la recherche, toute la semaine. Donc c'est vraiment, je pense que là, bon, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a un équilibre qui est toujours modifié. Parfois je travaille en freelance pour des boîtes, parfois par exemple là, j'ai un super projet cette année, avec avec un organisme de formation sportive. On va faire un séjour, sciences et sport. On va pour des jeunes, Génial. on va, faire des ateliers, pour comprendre les effets au football et en même temps, voilà, pour mettre un peu de science et de sport. Donc ça, c'est un projet qui m'enthousiasme énormément, sur lequel je travaille. Donc il y a pas mal de projets comme ça. Pour le moment, je suis contente de travailler entre guillemets, avec mes élèves, plus
mon asso plus, être prestataire pour les projets d'autres personnes qui sont intéressants. Je choisis toujours j'ai le luxe maintenant de choisir les projets pour lesquels je et d'ailleurs pareil pour les élèves, j'ai le luxe de choisir les élèves à qui je donne des cours et les projets pour lesquels j'ai envie de travailler, de mettre mon énergie, du point de vue de la pédagogie et ça, c'est génial parce que je choisis toujours des personnes avec qui je sens qu'il y a une bonne vibe, que ce soit les élèves ou après en tant que prestat avec qui j'ai envie de travailler. Je sens qu'on a des valeurs communes donc ça, moi, je suis super heureuse et assez reconnaissante de pouvoir faire ce choix-là, de pouvoir choisir, ce sur quoi je travaille et donc pour moi, dans les prochaines années, c'est, de continuer à développer cet équilibre-là, qui est assez fragile finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'essaye de faire tenir, je sais pas trop comment parfois, je me demande. Hem et peut-être après, dans le plus long terme, de développer, un gros projet, personnel. Là, pour le moment, je suis contente d'apprendre beaucoup avec pas mal de personnes, mais notamment mon association, pour le moment, c'est plutôt une petite association. Je me demande est-ce que j'ai envie de la faire devenir, plus grosse? Est-ce que j'ai envie de monter une école, ou une formation, dans le supérieur? Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de portes ouvertes. Là, pour le moment, je suis très heureuse avec ce que je fais, je me régale, à la fois du point de vue scientifique et pédagogique et je laisse toutes les portes ouvertes pour l'avenir. C'est vraiment honnêtement, même si tu pas sûr de la réponse, là, enfin, là, c'est la meilleure réponse qu'on puisse entendre, hein. Ce nombre de portes ouvertes, cette envie de faire des choses, 100% c'est improvisé. ah non, c'est Non, mais c'est que j'ai vraiment pas tu vois, pas de je me dis pas et ça, je pense que c'est important parce que c'est un truc que je me suis jamais dit dans ma vie. Parce que parfois, il y a des gens qui me regardent, qui me disent: «Ah oui, mais du coup, comment tu es arrivé là? mmh, C'était quoi tes objectifs? Comment tu as accompli ces objectifs?» Mais en fait, j'avais pas d'objectif. Alors c'est peut-être que c'est pas très développement personnel parce que maintenant, je sais pas, en développement personnel, il faut absolument avoir sa visualisation, son objectif. Moi, j'en ai pas spécialement, mais à part celui de me dire: «Je fais des choses qui me plaisent mmh, et que je suis heureuse de faire», à la fois parce que ça m'enthousiasme, je sais pas, genre des trucs un peu basiques, ça m'apporte du bonheur, de la joie, enfin des trucs super bateaux et à la fois parce que ça correspond à des valeurs qui résonnent en moi et notamment le fait de rendre les sciences accessibles, c'est un truc qui me tient énormément à cœur et du coup, je suis contente de le faire de plusieurs manières différentes. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu vois, par exemple, mon association, à la base, on s'est beaucoup focalisé sur les femmes scientifiques mmh, et en vrai, moi, je trouve ça très cool, c'est une très bonne porte d'entrée, mais moi, c'est pas trop ça qui me motive le plus. mmh, Alors c'est aligné à mes valeurs parce que ça correspond à rendre les sciences accessibles, mais j'ai des valeurs très universalistes. Pour mmh, moi, il y a vraiment un truc de, c'est intéressant de faire quelque chose pour les femmes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des choses pour tout le monde quelque part, mmh. tu vois? Et du coup, c'est drôle parce que je me sens pas 100% alignée dans cette association, parce qu'il y a un côté très, femmes et sciences qui, moi, me touche un tout petit peu enfin, ça me toucherait plus de faire quelque chose de 100% universel et donc j'essaye d'aller vers un peu plus d'universalité, mais en soi, c'est déjà, très, très proche de mes valeurs, tu vois? Du coup, Non, je mais je cherche te vraiment à être comprends alignée. et ça, je te comprends à 100 et malheureusement, je crois que les datas te rejoignent dans tous les cas. C'est qu'on a vu une chute de l'intérêt pour les maths et les sciences, tu sais, dans l'inscription, dans les Mmh. spé, Ouais, exact on parle beaucoup de la chute des filles, mais en fait, la chute pour les garçons était aussi calamiteuse. exactement. C'est juste tout le monde s'est De ouf. moins intéressé ou moins inscrit, donc on a un vrai problème de société là-dessus. Ouais et puis nous, tu vois, on Ouais. s'en rend compte parce que enfin, en gros, c'est les femmes et les sciences, c'est très intéressant, il y a plein de choses à faire évidemment, mais Mmh, en fait, nous, quand on va sur le terrain, on se rend compte que c'est pas que les femmes. Enfin, mmh, tu vois, parfois, on va dans des milieux très ruraux, dans des cités, bah, je suis pas sûre que, les garçons qui ont, grandi dans un quartier prioritaire, ils aient plus de modèles, plus d'envie de faire des sciences, plus de sensibilité que les filles ouais. et donc c'est intéressant parce que pour moi, c'est quelque chose qui doit, agir sur tout le monde et moi, c'est ça, c'est un peu ça mon idéal, c'est de réussir à toucher tout le monde dans les sciences et de rendre les sciences un peu plus accessibles, un peu moins élitistes. Parce que Mmh. souvent, ça apparaît comme étant quelque chose de très élitiste, qui est pas spécialement facile parce que moi, j'arrive, tu vois, j'ai un doctorat en astrophysique, je fais des équations toute la journée, et enfin, c'est un exercice intéressant d'essayer de rendre ça accessible à tout le monde et aussi de faire comprendre que ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment la démarche scientifique. C'est, Mmh. réussir à transmettre ça. Après, tu vois, moi, quand je vais dans une classe, j'ai pas envie que tout le monde fasse de la recherche en astrophysique Non, bien après, sûr, pas de toute spécialement façon, c'est pas le but. mais au moins sentir la possibilité, lutter contre l'autocensure qui, je pense, est très, très forte de ce Ouais, que je vois, dans ce domaine-là. Je pense que c'est ça le plus important. je suis bien d'accord, c'est le plus grand drame, mais même si je me dis toujours que si tu veux faire enfin, si tu envisages l'ascension sociale par les études, c'est quand même les sciences qui pourraient te le permettre. Tu pas besoin d'autant de «culture» entre guillemets à la maison, tu sais? Enfin, je veux dire, Mmh, si tu viens ouais. d'une famille pas aisée, ce qui est même mon cas, moi dès que j'essaie de penser à comment est-ce que je peux m'en sortir et cetera, bon, j'ai vite compris que même si j'aime bien la littérature, il valait mieux que je fasse des sciences.
enfin, tu vois, dans le côté, très pratique, tu peux pas m'offrir d'avoir un mauvais salaire ou je veux quand même réussir à me faire, à m'en sortir en termes de moyens tout bête, les sciences, ça peut quand même être, enfin, non élitiste dans ce sens-là, quoi. Parce que tu peux y arriver par le à un moment, ton truc de maths, il est vrai, il est faux, quoi. Donc je m'en fiche que tu t'appelles, Ouais, je sais pas comment, ou enfin, tu vois, ou que tu habites dans tel endroit. Bon, si ton truc est bon, c'est bon, quoi. Ça peut être vraiment ouais, un de c'est ces intéressant. oui. Non, c'est intéressant parce qu'en effet, tu as tout à fait raison et en plus, en France, on manque, d'ingénieurs, on manque de scientifiques. Je crois que les chiffres, c'est que dans les prochaines années, je sais pas, c'est 10 ans, je sais pas, il manque à peu près 20 000 ingénieurs au moins, Ah oui, quelque alors chose comme ça. ça va être Je très donnerai le lien. problématique. Ah oui. Et en fait, ouais, la France manque d'ingénieurs et du coup, c'est intéressant parce que bon, après, je baigne dedans, mais avec mon association et cetera, je vois beaucoup de gens qui disent: «Voilà, on peut pas se priver de la moitié des talents, il faut qu'on aille recruter des femmes». Mais en fait, je suis pas sûre que les ingénieurs, la population d'ingénieurs représente déjà, toute la société. Et je pense Oui. qu'il y a plein de jeunes qui s'autocensurent parce qu'ils trouvent que la science, c'est trop difficile, c'est trop technique, c'est pas pour moi. Et franchement, moi, quand je vais dans les classes, c'est ça. En fait, c'est drôle parce qu'au début, nous, on allait dans les classes et on se disait: «Ouais, bon, on est astrophysicienne, donc ils vont se dire: "Waouh, l'astrophysique, c'est génial"». Mais en fait, c'est même pas ça. Mmh. Nous, dans beaucoup de classes dans lesquelles on allait, juste le fait de dire: «Je suis scientifique», il y en avait plein qui disaient: «Ah, mais aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai rencontré une scientifique, j'ai jamais vu de scientifique, Ah de oui. ma vie». En fait, c'est des milieux dans lesquels il y a personne qui fait des sciences, à part leurs profs de maths et du coup, nous qui allions dans les classes et en fait, bah, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a voilà, je pense que les sciences, de manière générale, que ce soit les métiers, que ce soit les notions, elles ont pas trop pénétré la société comme, on pourrait l'imaginer. Ça reste, dans certaines parties et on se rend pas spécialement compte quand on est dans ces parties-là qu'en fait, ailleurs, les scientifiques, on pense que c'est des extraterrestres, quoi. Ouais, c'est fou. Oui, ça, tu t'attendais à ce que les gens soient surpris du type de scientifique et en fait non, c'est Ouais, juste voilà, être je pensais scientifique, qu'ils quoi. allaient dire je pensais qu'ils allaient dire: «Ah bah, j'ai rencontré une astrophysicienne». C'est vrai que bon, on ne rencontre pas tous les jours, donc ça j'entendais, mais en fait non, c'était vraiment, Ah ouais. scientifique, Ah, pas c'est fou. scientifique, et quand on leur demandait de décrire les métiers, c'est un exemple qu'on donne souvent, de donner des exemples, de décrire des métiers, c'est très, très loin de ils ont pas trop de notions et c'est un peu dommage parce que c'est des beaux métiers dans lesquels je pense que beaucoup auraient de l'avenir et très souvent, ce qu'on entend, c'est: «Non, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, c'est pour les petits génies, c'est pour les gens intelligents». Ah oui. Oui, la pire autocensure. Ah oui, en effet. Ouais. Ah mais c'est intéressant. Il me semble même sur le truc de filles, garçons, tout ça, moi j'ai tendance à croire que c'est souvent lié à la personnalité plus que enfin que c'est les traits de personnalité, le truc vraiment fondamental qui ensuite corrèle avec le sexe et cetera, mais enfin que beaucoup des Ouais, choix après que font les gens, c'est ça? Mmh? ouais, Excuse-moi. après c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et après dans les études, par contre, il y a des traits de personnalité qui sont accentués pour les filles et les garçons. Parce Oui. que c'est vrai que dans les études, il y a mais c'est parce que, dans la société, on intègre certains stéréotypes et donc les écarts, tu vois, de niveau en maths, entre les filles et les garçons, ça commence dès le CP et ça, pour le coup, c'est très marqué dans toutes les classes sociales. Donc il y a aussi beaucoup de choses à faire, de ce point de vue-là, c'est sûr. Mais c'est pas le seul levier sur lequel agir, à mon avis. Il y a aussi d'autres écarts et d'ailleurs, quand tu regardes les choix de spécialité, Mmh. on avait regardé rapidement l'année dernière parce il y a pas mal de data publiques, du Mmh. ministère de l'Éducation nationale. Les choix de spécialité, on dit: «Oui, les filles, elles ont tendance à déserter les spécialités maths physiques», c'est vrai. Quand tu regardes dans les lycées qui ont les milieux sociaux des milieux sociaux moins favorisés, c'est l'indice, IPS, c'est l'indice de position sociale des lycées qui permet de Mmh. repérer lesquels sont favorisés, lesquels sont moins favorisés. En fait, dans les lycées les moins favorisés, il y a aussi beaucoup moins de personnes qui choisissent maths physiques. Après, est-ce que c'est parce que les options sont pas présentées? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'autocensure? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez drôle. Quand on regarde la courbe, en fait, quand tu classes par, milieu social, le choix de maths physique, il monte quand tu arrives vers les milieux sociaux les plus favorisés et il monte aussi quand tu prends des garçons. Il y a les 2 tendances sont très, très marquées. C'est fou. C'est-à-dire qu'on a raté quand même quelque chose sur même la croyance populaire que si t'es bon en sciences, tu t'en sortiras. Moi, s'il y avait ça moi j'ai eu cru à un moment que t'allais raconter l'histoire, que t'allais me dire que plus on descend en IPS, plus on voit, des filles le prendre, un truc comme ça, tu sais, parce que les parents leur disent, «Tu t'en sortiras en faisant ça». En fait, non. Mais c'est dommage parce que ça Non, pourrait être, un récit, tu vois? mais c'est des récits intéressants parce que justement ce que tu dis, c'est intéressant parce que pour d'autres thématiques, notamment pour les gens issus de l'immigration, ça, il y a pas mal d'études là-dessus. Mmh. Notamment les filles issues de l'immigration réussissent beaucoup mieux, Mmh. même que les filles, par exemple, «françaises» entre guillemets, Mmh. de souche. Parce qu'en fait, il y a beaucoup pas mal de pression dans les familles, issues de l'immigration, de réussir justement, de réussir à s'en sortir, de réussir à avoir une ascension sociale, qui est beaucoup plus marquée chez les filles que chez les garçons. Parce que dans les clichés un peu populaires, les garçons, c'est un peu plus, des éléments perturbateurs et cetera. Ils sont pas du tout vus pareil
Et donc c'est intéressant parce que tu vois, ce truc de, voilà, les filles et les garçons, c'est aussi intéressant de le regarder sous plusieurs angles Mmh. différents. Et notamment, moi, dans les milieux dans lesquels, j'interviens, j'ai l'impression, après c'est encore une fois, c'est mes statistiques personnelles, Ouais. je sais pas trop ce qu'ils font, mais j'ai l'impression que les filles, elles vont plus me dire facilement, donc des milieux qui sont où il y a justement beaucoup d'immigration, vont plus me dire facilement: «Moi, je vais être médecin, moi, je vais être chirurgienne», que des garçons. Qui ont C'est parfois, oui, mais ont peut-être parfois beaucoup plus d'autocensure et je pense que enfin, en tout cas, voilà, il y a des mécanismes, je trouve, qui sont pas toujours, enfin, en gros, il y a pas une recette miracle qui non, va c'est marcher sûr. pour tous les pour tous les jeunes. Il faut vraiment prendre le temps de creuser et aussi de faire de l'individuel. C'est ça qui joue à la fin de la journée. Mais c'est fou parce que je fais peu d'associatifs, j'en ai fait un petit peu et j'ai eu le même phénomène. C'était, Ah ouais? banlieue un peu craignos, on va essayer de parler justement de travail et cetera et cetera. On parle de population, ouais, plus de 80 immigration, Mmh. Maghreb, subsaharien et cetera. Et les filles, c'était, j'avais de l'espoir pour les filles. Quand elles venaient nous parler à la fin, on Ouais, discutait et tout, j'avais vraiment l'espoir de bon, c'est bon, c'est des petites, sérieuses, elles ont envie et cetera. Les garçons, c'est vrai que le turbulent, le casse-bonbon, celui qui allait foutre le bordel pendant le truc, c'était les garçons. Tu dis: «Ah oui, bon après c'est peut-être normal, c'est aussi peut-être des hormones, j'en sais rien», mais je veux dire les filles, OK, elles pourraient s'en sortir et si peut-être que là c'est difficile, s'il fallait aider quelqu'un à mettre des moyens, je le serais peut-être dit plus sur les nanas parce qu'elles avaient l'air de plus l'exprimer, d'avoir plus envie. Systématiquement, mais après je sais pas, c'était des âges particuliers où les filles sont peut-être, plus facilement matures ou peut-être moins bébêtes, donc je c'est peut-être ça aussi le problème, mais j'ai remarqué la même non, chose. il y a un peu de ça, mais ouais, tu vois, c'est intéressant parce que, tu vois, dans notre exposition, on a fait les femmes scientifiques un Mmh. peu partout et c'est très cool. Mais parfois, tu vois, je vais dans des classes, je vois les jeunes, dans certaines classes et je me dis: «Mais est-ce qu'eux, ils ont aussi des modèles de réussite?» Parce qu'on en montre aux filles, mais lui, là, ce jeune garçon-là, est-ce qu'on lui donne des modèles de réussite scientifique? Et je suis Oui. pas sûre qu'on le rende, tu vois? Ou alors est-ce qu'il en faut oui, oui, non mais c'est vrai. Est-ce que c'est les modèles ou je me demande si c'est les modèles ou juste les activités aussi? Enfin genre, tu sais, Il y a genre aussi faire, toucher, juste peut-être juste faire ça plus, ouais. bah, ça marche énormément justement. Nous, c'est un Mmh. truc qu'on voit, là, justement, cette année, j'ai fait un séjour scientifique avec la Fondation Nourral qui était trop bien. C'est un séjour que pour les filles et du coup, ce qu'on faisait, c'est vraiment il y avait un programme scientifique où c'était vraiment un peu de théorie, beaucoup d'expérimental et ça, en fait, ça marche trop, trop bien. C'est pas facile à faire quand on a des grands groupes, mais en fait, le fait de les laisser faire eux-mêmes, Ah oui. souvent, on leur demande aussi de restituer eux-mêmes, de créer des projets pour montrer ce qu'ils ont compris, mais en fait, ça, c'est génial, ça marche trop bien. Et je suis toujours surprise parce que c'est un séjour que je fais depuis je crois que c'était ma troisième année. Mmh. En gros, à la fin de la semaine qui est très, très dense avec des notions assez avancées qui honnêtement sont du niveau licence en astrophysique ou autre. À la fin de la semaine, on leur demande de restituer ce qu'elles ont fait et c'est super cool parce qu'elles font parfois il y en a qui font des posters, mais on a, des raps, on a des vidéos marrantes, on a plein de trucs super drôles et en fait, celles où tu as l'impression qu'elles sont restées en retrait, que ça les faisait chier et bah, souvent c'est, les restitutions les plus créatives et tu te rends compte qu'elles ont compris plein, plein de Ah trucs. oui, elles sont juste En fait, introverties. on leur bah, non, pas spécialement, parce que tu Non? parfois enfin, il y a introverti, OK, mais il y a être saoulé Ah oui. et parfois, tu vois, il y en a quand enfin, moi, je les aurais mises dans la catégorie introverti certes, mais surtout saoulé, Oui. et en fait, bah, parfois, quand au moment où ils se disent: «OK, on va écrire une chanson sur ce qu'on a appris cette semaine», bah, ils en fait, tu te rends compte qu'ils ont appris plein, 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 plein de trucs et quand tu les laisses faire, en fait, c'est trop bien parce que tu te rends compte que, ils ont compris plein de trucs, qu'ils transmettent les unes aux autres, enfin et je pense qu'aussi l'école, française, elle est peut-être un peu trop théorique comme ça. Ah oui, Tu vois, il y a plein de profs trop le qui cul essayent de sur une mettre des chaise, ouais. choses Oui. voilà, qui essayent de mettre des choses en pratique, mais en fait, bah, c'est bête, mais nous, quand on va dehors, là, le séjour sur lequel je travaille, qui est sciences et sport, en vrai, c'est bête, mais quand tu expliques, à des jeunes, voilà, tu vois, les effets que tu fais au football, bah, regarde à quoi c'est dû, tiens, on va faire l'expérience. En fait, ça intéresse tout le monde. Ah oui. Mais il y a Ça plein de arrive à pays, rendre le oui. truc, abstrait, un peu plus fun et un peu plus, dans la vie quotidienne. Mais dès que tu regardes un peu les trucs qui marchent bien dès l'école primaire et cetera, souvent il y a quand même beaucoup de pratique, beaucoup d'être dehors, beaucoup de faire des choses. On est peut-être pas les meilleurs là-dessus, ça genre j'ai la conviction que on est peut-être pas le pays le mieux adapté pour faire tout ça, ce qui est malheureux. Bah, il y en a un peu et je pense que ça dépend des profs, mais c'est vrai que, tu vois, c'était enfin, en tout cas, moi, dans ma scolarité, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de d'être assise dans une classe avec un manuel scolaire, de faire des exercices. Moi aussi. Et ça marchait avec mon type de personnalité ou le tien, mais Ouais, malheureusement, c'est peut-être pas le plus commun. Et tu vas devoir dépendre de tomber sur le prof qui a envie de faire ça, mais ce serait peut-être quelque chose à pousser comme culture générale de l'éducation, peut-être en primaire, je sais pas. À ouais et puis pour essayer. les profs, ça leur demande beaucoup d'énergie. Tu vois, s'il y en a Ah plein oui, qui ont des projets super
cool et moi j'envoie et après on leur dit: «Non, mais on n'a pas le budget». On leur dit: «Non, mais Ah ouais. attends, comment on va organiser la classe?» Enfin, je vois aussi pas mal de profs qui essayent de mettre en avant des projets et malheureusement ça réussit pas toujours et alors que c'est sur leur temps personnel, tu vois? Souvent c'est Des gens qui donnent, des oui. initiatives Ouais. et notamment, ouais, j'avais eu un prof, super à Champigny-sur-Marne, justement, on avait fait une intervention chez lui, où lui, il faisait un truc maths et littérature, où il faisait un peu de l'analyse de données pour des poèmes, des trucs comme ça. C'est C'était marrant. super intéressant. Je me souviens plus exactement ce qu'il faisait, mais je sais qu'il avait réussi à faire un projet maths et littérature et que c'était trop cool. Ça, c'est un Qu'ils truc de gros ont nerd. Il fait des stats, tu sais, sur les vers, les poèmes. Ça pourrait me mais faire non, je me marrer. souviens plus ce que c'était, mais les élèves, ils adoraient, ils m'ont tous parlé de ça, tu vois? Ils m'ont tous dit: Génial. «Ouais, nous on fait de la littérature, on fait des maths avec et tout». C'est super drôle. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. OK, bah, écoute, merci, Merci à toi. c'était très sympathique. Ça fait très plaisir de reconnecter, Ouais, de et ouf. et d'entendre parler de tout ça, de tous ces beaux projets. Alors, je vais faire un petit mot de la fin. Je remettrai, enfin, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant le plus pour un petit mot de la fin? Alors, je sais pas ce que tu préférais, souligner pour les gens qui nous écoutent, peut-être plus le livre ou une association? Enfin, je te laisse, Bah, non, c'est plus pour vous, soyez curieux et faites des sciences.